s'accorder le temps de flâner et s'émerveiller au premier regard, arriver empli de rêves, repartir les yeux pleins de souvenirs, pour contempler tant de beauté et vivre ces instants magiques. Il n'y a qu'une ville au monde, romantique et séductrice, mystérieuse et envoûtante. Paris, cité éternelle. Découvrir la capitale est une question de point de vue. Et le voyage en ballon est encore la meilleure façon de révéler la ville. Chers amis, c'est avec fierté et une certaine émotion que nous nous sommes élevés au-dessus du macadam de Paname. Depuis ce belvédère, la ville nous apparaît déjà sous de nouvelles perspectives. Si nous avons pris de la hauteur, c'est pour mieux remonter le temps, pour explorer 5000 ans d'histoire de Paris. Si vous découvrez la capitale pour la première fois, vous ne manquerez pas de tomber de haut. Et si vous en êtes déjà passionné, j'espère que vous en découvrirez de nouveaux horizons. Enfin, cette expérience sera, pour vous comme pour moi, un exercice de haute voltige. Notre première escale nous entraîne à l'origine de Paris. Et vous allez en être les acteurs privilégiés. Voilà Paris au temps de la préhistoire. 3000 ans avant Jésus-Christ, au milieu d'une plaine marécageuse, coule un fleuve parsemé d'îles. Et c'est là que s'installent les premières populations venues d'Europe centrale. C'est là que surgira un jour Lutèce. Enfin, pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Pour le premier Parisien de l'histoire, c'est surtout une question de survie. Des tribus primitives pratiquent la cueillette et la chasse. Mais parfois, le chasseur devient la proie. Dès l'origine, les abords et les îles de la Seine sont le lieu idéal pour se procurer de la nourriture et se mettre à l'abri des prédateurs. Au fil des siècles, des campements préhistoriques se multiplient sur ces sites propices à la vie humaine. L'un d'entre eux est le berceau de Paris. Mais maman, où est né Paris? Bah écoute mon chéri, les premiers Parisiens se sont installés sur les berges de la Seine. Enfin Louise, tout le monde sait que Paris est né sur l'île de la Cité. D'ailleurs c'est logique, l'île de la Cité est au centre de Paris. C'est vrai, on a pensé pendant longtemps que Paris était né sur cette île, mais on n'y a jamais trouvé aucune trace de l'époque préhistorique. Et puis l'île de la Cité était souvent inondée. Ah, donc personne ne sait où est né Paris. Les historiens ne sont pas tous d'accord, faute de preuves.
la découverte majeure de l'époque préhistorique a été faite à Bercy. Oui, ils ont découvert 10 pirogues. Effectivement. Elles ont été taillées il y a 5000 ans et... Commence pas. Les rives de la Seine semblent avoir été habitées en permanence pendant des milliers d'années. Si je comprends bien, ce sont ces tribus qui sont devenues les Gaulois. Enfin, les Gaulois sont des Celtes, non? Enfin, disons que vers 475 avant Jésus-Christ, des Celtes, dont font partie les Gaulois, s'installe en Île-de-France. Dans cette région, au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Gaulois fondent un oppidum. Mais aucune trace de cette ville fortifiée n'a été découverte, ni sur l'île de la Cité, ni sur ses rives. Ses habitants s'appellent les Parisis et leur oppidum, Lutetia. Alors à quoi pouvait bien ressembler cette Lutèce gauloise? Lutèce est une civitas, une capitale régionale où apparaît pour la première fois la notion de rue et d'îlot d'habitation. La ville se développe grâce au commerce. Les premiers notables de Paris sont des forgerons, des fermiers ou des importateurs de sel et de vin. Lutèce tire sa légitimité du fait qu'elle frappe sa propre monnaie, des statères, l'ancêtre de nos euros. Dans le sanctuaire au centre de Lutèce, c'est sans doute avec ces pièces d'or que les puissants organisent des festins sacrés. Pour obtenir la clémence des dieux, il faut sacrifier des animaux ou des prisonniers de guerre. Cette Lutèce primitive est à 1000 lieues d'Athènes ou de la Rome antique. En 53 avant Jésus-Christ, sa destruction, lors de la conquête de la Gaule par Jules César, aurait dû à jamais sceller son destin. Pourtant, c'est sur les ruines de cette cité des Parisis que Paris va commencer à s'inventer. Enfin, derrière moi. Tu n'es pas le bienvenu, étranger. Mon frère, ça fait au moins 3000 jours et lune que tu es parti. Par Jupiter, que ta femme est belle. Et le petit, c'est ton petit? Brenos. C'est Brenos. Pour toi, Brenos, mon glaive. C'est Cernunnos, le génie de la forêt qui t'a fait revenir des morts? Mais non, je suis devenu citoyen romain du nom de Julius. J'ai de grands projets pour notre village. Et qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Mon certificat militaire. Auxiliaire Julius, corps de Gallicus, 3e Légion. J'ai fait toutes les guerres. J'ai même coupé des têtes à Rome, pour le triomphe de César. T'es allé à Rome, c'est comment parle? Je vais vous expliquer les arènes. Imaginez un homme à la peau toute noire, enchaîné au milieu de l'arène. Il n'a qu'un pauvre petit glaive pour se défendre. Et là, on lui envoie un éléphant enragé. C'est toujours la même malédiction. L'éléphant lui écrase la tête. Et ça sert à quoi? À faire rire le peuple. On m'a dit qu'il y avait 50 000 Romains dans les arènes. 50 000? Mais on est 300 à l'Oppidum, et au Montmartis, 10 pauvres fous qui vivent dans les cavernes. Ils ont une Via Maximus, une rue où l'on marche sur des pierres. Nous aussi, on pourrait construire une Via Maximus de notre fleuve au Forum. Un forum? Le Forum Magnum, il y a tout dedans. À manger, des animaux à vendre, des écoles, le temple de Mars et à boire. Des tavernes pour boire. Ah oui, ton forum, c'est notre village tout entier, avec un grand toit en pierre. Julius, ici on est au fond du derrière de Toutatis. Tu préférerais pas vivre à Rome? Si je suis revenu à Lutèce, c'est pour faire des affaires avec les Romains. Qu'est-ce que tu veux qu'on leur vende à tes Romains? Ta cervoise, tiens.
Les poteries de ta femme, c'est issu. Par le fleuve, on pourrait livrer à Lugdunum et de là à Rome. On pourrait leur vendre l'élégance gauloise à la mode des Parisis. Et avec les sesterces, on va construire des thermes. Ah, voilà encore autre chose, des termes. Avec l'eau chaude qui sort de la terre, on fait des bains et tu pourras te laver une fois par mois. C'est vraiment obligatoire? Bon, allons plutôt nous occuper de nos terres. Viens. Par là. Tu nous as bien fait rire, mon Julius. Et notre village de Lutèce ne sera jamais Rome. Rome ne s'est pas faite en un jour, Lutèce non plus. Il faudra près de 200 ans aux architectes pour concevoir Lutèce selon un plan quadrillé, avec des rues à angle droit et surtout des monuments grandioses. Malgré l'épreuve du temps, Paris en a gardé l'empreinte. Les arènes bruissent encore du tumulte des spectacles antiques. Si j'ai bien compris, les Gallo-Romains ont construit Lutèce en imitant Rome. Oui, papa. Avec un forum, des thermes, des théâtres. Et des arènes. C'est pas fantastique, ça? Des gladiateurs à Paris. Oui, et aussi des innocents qui se font dévorer par des lions. Peut-être même, comme à Rome, par des crocodiles. Sous les applaudissements de la foule en délire. Ah, quel beau spectacle. Panem et circenses, du pain et des jeux pour le peuple, Eva. Imaginez un instant. Lutèce n'avait que 5 à 10 000 habitants, mais ses arènes pouvaient contenir jusqu'à 17 000 spectateurs. Ça va, petit? Un problème? Non, monsieur. Mais si en 2008, la population de Paris a été estimée à 2 211 297 habitants et que les Gaulois étaient 5 000 pour des arènes de 17 000 personnes, cela fait un rapport de 1 pour 3, non? Oui, et donc? C'est comme si aujourd'hui, on avait à Paris un stade de 6 millions de personnes. Alors, je vois de sacrés embouteillages. Justement. À l'époque, pour éviter les problèmes de circulation des chevaux et des chars, les architectes ont imaginé les arènes en dehors de Lutèce. Comme à Saint-Denis avec le Stade de France. Ils ont même imaginé les premiers parkings antiques. Pour maîtriser les mouvements de foule, les urbanistes ont conçu de grands axes qui convergent vers les arènes. Les jours de grands spectacles, Lutèce et les cités alentours se vident de leurs habitants. Le peuple se passionne pour les combats de gladiateurs, de lutte entre bêtes et hommes, et les exécutions de condamnés. Mais ces spectateurs ne sont pas tous logés à la même enseigne. Les patriciens ont une entrée réservée et s'installent dans des loges au plus près du sable. Les plus pauvres se tassent dans les tribunaux hautes. L'arène se transforme parfois en théâtre. Sur la scène, des comédiens, des tragédiens interprètent le dernier répertoire à la mode. Les notables assistent au spectacle autant pour voir que pour être vus. Ils affirment leur pouvoir en sponsorisant ces jeux pour le peuple. Sur la rive gauche, ces puissants vivent dans des demeures résidentielles réunies en insulae, les premiers quartiers de Paris. Au centre, le Cardo Maximus, l'axe transversal qui dessert les quartiers d'habitation. Regarde, Tom. La rue Saint-Jacques, c'est le Cardo Maximus. Exactement la même rue depuis 2000 ans. À l'époque gallo-romaine, Lutèce ne pouvait rivaliser avec Lugdunum, l'actuel Lyon, la capitale des Gaules. Malgré tout, Lutèce est une cité en plein essor, grâce au commerce. On a planté des vignes au Montmartis. Montmartis? La butte Montmartre! Depuis la colline de Montmartre, des tonneaux de vin sont livrés sur la rive gauche. Mais les Lutétiens raffolent surtout de grands crus importés de Rome. Ils les dégustent dans les tavernes près de l'actuel Panthéon. À l'angle de la rue Saint-Jacques et de la rue Soufflot,
Ces bistrots antiques sont adossés au monument le plus emblématique de Lutèce, le Forum. Le Forum est le cœur de la cité gallo-romaine. C'est là où se presse le tout Paris de l'époque. Sur cette place publique, les notables gèrent les affaires de la ville. Réunis en assemblée, ils s'occupent des problèmes de maintien de l'ordre et de justice. Ces magistrats siègent au tribunal, mais aussi au temple. La fidélité à l'empereur et à Rome y est sans cesse renouvelée par des célébrations civiques et religieuses. C'est autour du Forum que les boutiques les plus renommées de Lutèce proposent l'essentiel comme le superflu. Ce commerce participe à l'essor de la cité pendant la Pax Romana, la paix romaine. Symbole de la romanisation de Lutèce, les thermes du Nord, ou thermes de Cluny, ont sans doute été construits par l'empereur Hadrien à la fin du 1er ou au début du 2e siècle. Cet établissement de luxe est construit selon les critères les plus en vogue à Rome. Grâce à un plan original, conçu autour de l'axe central du frigidarium, la salle froide, les clients disposent d'installations sportives comme de salles tièdes et chaudes. Après quelques décennies d'occupation, le peuple de Lutèce a adopté, sans modération, le mode de vie à la romaine. Les vestiges de ces thermes sont toujours visibles à l'angle des boulevards Saint-Germain et Saint-Michel. Dans les termes de Lutèce, les différences sociales entre riches et pauvres disparaissent grâce à la nudité. Aujourd'hui, les ruines de ces thermes, comme les arènes, sont les derniers témoins de la civilisation gallo-romaine à Paris. Les Gaulois n'ont même pas résisté à l'envahisseur. À Lutèce, la grande force des Gaulois, c'est de pactiser avec l'ennemi pour en tirer le meilleur. Ils n'hésitent pas à échanger leurs dieux avec ceux des Romains. Chacun ajoute à son propre panthéon les dieux des autres. Et voilà comment tout Atis devient Mercure ou Mars. Les dieux protègent Paris. Pas vraiment. Jupiter ne va pas empêcher le ciel de tomber sur la tête de Lutèce. La ville est sourde à la menace qui monte aux frontières de l'Empire romain. Une menace terrifiante. Au début du IVe siècle, Lutèce se replie sur elle-même. Face à l'insécurité grandissante provoquée par des invasions, les habitants doivent se protéger. Les Lutéciens n'hésitent pas à réutiliser les pierres du Forum et des arènes pour protéger l'île de la Cité. C'est la première enceinte de Paris. Lutèce s'impose comme une place forte, mais elle n'en devient pas pour autant une capitale. En Occident, une nouvelle religion fait son apparition, le christianisme. À Lutèce, c'est surtout une femme qui incarne l'enracinement du catholicisme. Et cette femme va sauver Lutèce en mettant tous les hommes à ses pieds. En 451 après Jésus-Christ, cette femme entre dans l'histoire de Paris sous le nom de Geneviève. Jésus, je donnerai ma vie pour toi. Souffle en mon cœur la force de sauver Lutèce. Dieu, tu m'as rendu maître d'un destin, mais sans ta lumière, je ne peux rien pour mon peuple. Geneviève sait qu'une horde sauvage a dévasté la Gaule.
Les Huns vont maintenant déferler sur Lutèce. Attila et ses mercenaires germaniques n'ont qu'un seul objectif, mettre la ville à feu et à sang. Les habitants de Lutèce sont plongés dans la terreur, et rien, ni personne, ne semble pouvoir arrêter ces barbares. Le peuple de Lutèce est fasciné par cette jeune femme. Il y a quelque chose de céleste en elle. Dès son plus jeune âge, elle a la certitude d'être habitée par la foi. Et malgré le désaccord de sa famille, Geneviève brûle de consacrer sa vie à Dieu. Tout ce qui n'a pas pour objet Dieu et sa gloire, tout ce qui ne conduit pas à lui, ne peut élever à la vraie félicité. Dans Lutèce, les nouvelles vont vite. On dit que Geneviève a rendu la vue à un aveugle. Ainsi naît la légende d'une fille au destin hors du commun. Seule femme à siéger au conseil de Lutèce, elle n'hésite pas à entrer en opposition avec les hommes. Ils sont prêts à abandonner la ville aux barbares. La seule solution, c'est la fuite. Mais pourquoi parlez-vous de fuir? De vous réfugier dans votre cité? Lutèce, grâce à la protection du Christ, échappera au carnage. Mais qu'est-ce que tu cherches? À nous jeter dans la mort? Va au diable avec ton Dieu! Il n'y a pas de vérité en toi. Tu n'es pas son élu. Dieu m'a parlé avec amour. Si vous fuyez Lutèce, vous serez à la merci des barbares. Ensemble, avec la miséricorde des cieux, nous pourrons lutter. On fait tellement de malheur! Ces hommes sont des lâches. Vous, les femmes de Lutèce, avez bien plus de courage. N'abandonnez pas Lutèce, où vous avez été conçus, où vos ancêtres sont morts, où vos enfants sont nés. Que les hommes fuient s'ils le veulent, s'ils n'ont pas la force de se battre. Nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. Dieu aurait-il exaucé les prières de Geneviève? Les terribles Huns n'envahissent pas Lutèce. Attila décide de contourner la vallée de la Seine pour attaquer Orléans. 40 ans plus tard, Clovis, le premier roi des Francs, fait de Paris sa capitale. Car c'est désormais ainsi qu'il faut la nommer, la cité des Parisis. Vers l'an 500, Clovis décide de bâtir son mausolée aux côtés du tombeau de Geneviève. Il édifie la basilique des Saints Apôtres, devenue l'église Sainte-Geneviève, aujourd'hui disparue. Et voilà comment la première Jeanne d'Arc de l'histoire a sauvé Paris. Les Parisiens ont vénéré Geneviève comme une sainte, d'accord, mais si Paris a été sauvé, c'est plus grâce au hasard qu'à une intervention divine. En tout cas, la légende de Geneviève est née de son vivant, maman. Geneviève est même devenue la sainte patronne de Paris. Enfin, à cette époque, Paris n'a de capitale que le nom. Ce n'est qu'un petit bourg qui aurait pu disparaître. Et pourquoi elle n'a pas disparu? Car Paris abrite le trésor du royaume. Ah. Et si Paris a de l'argent, alors elle intéresse tout le monde. Ah oui, mon chéri, et ça intéresse qui? Des Vikings. Quoi, des Vikings à Paris? Au IXe siècle, l'île de la Cité est encerclée par de terribles envahisseurs. Imagine, Tom. Des dizaines de dracars qui remontent la Seine, des barbares terrifiants, prêts à massacrer, piller, raser l'île de la Cité. Et comment ça s'est terminé? Face aux Vikings, il n'y a pas 36 000 solutions, ni 36 d'ailleurs, seulement 2. Fuir ou négocier. Et donc? Les Vikings se retirent en échange d'une forte rançon en or. Eh ben, tu vois, chérie, c'est toujours une question d'argent. Le retrait des Vikings en 887 ne signe pas la fin des périodes de troubles. D'autres envahisseurs, venus cette fois-ci de Germanie, mènent des assauts incessants contre la ville. En 987, Hugues Capet accède au trône et fonde une nouvelle dynastie. Sous l'impulsion des premiers Capétiens, Paris retrouve son statut de capitale. Sur la rive droite, le port et la place de Grève, aujourd'hui place de l'Hôtel de Ville, contribuent au renouveau de Paris grâce au commerce.
En 1180, Philippe Auguste accède au pouvoir. La capitale compte seulement 300 rues enchevêtrées, mais d'une insalubrité repoussante. Philippe Auguste aura fort à faire pour ordonner ce Capharnaüm, comme clôturer le cimetière des Innocents. Il regorge de cadavres que les cochons déterrent pour se nourrir. Le roi Philippe Auguste a de grandes ambitions pour Paris. Mais il n'en a pas les moyens financiers. Qui paiera l'addition? Ce n'est pas avec ces gueux et pouilleux que nous trouverons des finances pour Paris. J'ai un beau cochon de lait pour vous, messire. Ton cochon, quelle taxe as-tu payé pour son entrée dans Paris? Un péage bien suffisant et convenable, messire. Combien tu prends par arrachement? Un sou pour une dent, messire. Et combien tu payes à la ville de Paris? Une demi-dent par an, enfin une dent de lait, sire. Toi, drapier, dis-moi pourquoi ta rue est une infecte boursouflure. Sire, les Parisiens laissent boue, fientes et ordures devant leurs portes. Paris est ni une bonne ville pour vivre, ni pour mourir. Vous, fief et menteur, vous allez délier vos bourses et payer le nettoyage de ma capitale. Tranquille, pas de mal. C'est sans danger. Sœur Thibault, votre charge est de contrôler les prévôts et les baillis de Paris. Je vous charge de faire payer les bourgeois jusqu'à mon retour de croisade. C'est un immense honneur que vous m'octroyez, pourfendeur de mes créants, grand abatteur de sarrasins, arracheur de... C'est bon. Après avoir mené la croisade et guerroyé contre les Anglais, Philippe Auguste est de retour dans sa bonne ville de Paris. Où en étions-nous? Ah oui, les comptes des Parisiens. L'exercice comptable parisien de 1202 à 1203 porte sur 197 000 livres de recettes, contre 95 525 livres de dépenses, soit un excédent bénéficiaire d'environ 100 000 livres. Sire Thibault, nos caisses sont pleines. Pavez les rues Saint-Denis, Saint-Antoine, Saint-Honoré et Saint-Jacques. Et avec l'excédent, vous me construirez la forteresse du Louvre et vous achèverez les remparts pour protéger ma bonne ville. À l'époque de Philippe Auguste, l'ennemi anglais n'est qu'à 60 km de la capitale. En bord de Seine, la forteresse du Louvre est donc bâtie pour prévenir toute attaque venue de l'ouest. À l'origine, le Louvre n'est qu'un simple poste de vigie dominant la plaine, une tour cylindrique entourée d'un fossé. À terme, cette tour est protégée d'un mur carré muni de tourelles. La forteresse abrite l'arsenal et dans le donjon, les archives et le trésor du royaume. Depuis le Louvre, Philippe Auguste fait aussi construire une muraille longue de plus de 5 km. Tout au long de son histoire, les limites de la capitale seront déterminées par des enceintes. 4 autres murailles se succéderont au cours du temps. Au XIIIe siècle, les Parisiens vivent uniquement dans leur quartier.
La capitale est composée de ruelles labyrinthiques où les maisons hautes empêchent toute notion de perspective. Ils n'appréhendent pas leur ville dans sa globalité. La population passe de 25 000 à 50 000 habitants, ce qui en fait déjà la plus grande ville d'Europe. Le Paris de Philippe Auguste préfigure la physionomie du Paris moderne. Et voilà comment Philippe Auguste transforme le Paris de fond en comble. C'est la première fois qu'un roi fait de Paris la capitale d'un État centralisé. Ah oui? Donc tout ce qui s'est passé à Paris jusqu'à Philippe Auguste, c'était l'improvisation? Les enfants, depuis son origine, Paris s'est adapté comme elle a pu aux aléas de l'histoire. Comme faire du commerce avec les Romains. Ou se protéger des invasions barbares. Ou bien négocier avec des Vikings. À partir de maintenant, Paris prend son destin en main et entre dans une nouvelle ère. Désormais, des bâtisseurs comme Philippe Auguste vont la développer pour en faire une capitale incontournable en Europe et dans le monde pour des siècles et des siècles. Pour asseoir son prestige en Occident, Paris s'offre, dès 1163, un monument aux dimensions démesurées, la cathédrale Notre-Dame. Initiée par l'évêque Maurice de Sully, le premier maître d'œuvre, sa construction s'étend sur près de 2 siècles. Sur l'île de la Cité, la densité est telle que 2 édifices religieux sont même détruits. C'est le cas d'une basilique carolingienne, la dynastie régnante entre le 8e et la fin du 10e siècle. La cathédrale romane, bâtie entre le 10e et le 12e siècle, sert de lieu de culte pendant une partie des travaux. Sur ce chantier inédit, plusieurs équipes d'apprentis, de compagnons et de maîtres se relayent jour et nuit pour la gloire de la Vierge Marie, d'où la cathédrale tire son nom. Quatre campagnes de travaux rythment le quotidien de 6 générations de Parisiens. Toute leur vie durant, ils voient s'élever le chœur, les nefs, les tribunes, les galeries, les façades. On se passionne pour la croisée d'ogives et la clé de voûte, l'arc brisé et l'arc-boutant. Dans la capitale, on assiste à la naissance et à la perfection de l'art gothique, successivement primitif, classique, puis rayonnant. Ce style architectural privilégie le volume, la verticalité et la clarté. Jamais pareil ouvrage n'a suscité autant de passion. Les défis sont relevés un à un et magistralement exécutés. Les bâtisseurs réalisent de véritables prouesses techniques. Faire tenir des murs aussi fins sur des hauteurs vertigineuses. 2 tours colossales viennent équilibrer l'édifice. Notre-Dame adopte alors une silhouette plus aérienne avec ses bras tendus vers le ciel. Pour parfaire la cathédrale, les architectes l'habillent d'une façade ouvragée. Des colonnades, des fenêtres, une rosace centrale de 40 mètres de diamètre, une galerie de rois et 3 portails. Face à la porte principale, la rue Neuve-Notre-Dame, de 6 à 7 mètres de large, est percée. C'est un véritable boulevard pour l'époque. La cathédrale est fin prête pour accueillir des milliers de pèlerins. Notre-Dame devient le témoin des grandes cérémonies religieuses de l'histoire de Paris. Pendant des siècles,
c'est le seul monument parisien que l'on aperçoit à l'horizon. Lors de son achèvement, Notre-Dame est la plus grande cathédrale d'Occident. Mais Paris cache en son sein un joyau bien plus précieux. En l'an de grâce 1237, Saint Louis, un roi pieux, veut faire de Paris la capitale de l'Occident chrétien. Et tous les moyens sont bons pour y parvenir. Comme dépenser une fortune pour se procurer la couronne d'épines du Christ. Enchanté, frère. Frère? Frère Tuck, enchanté également. Frère Tuck, n'oubliez pas de placer l'amicte autour du col avant de revêtir la capa. La mapula, main droite, bien sûr. Bien sûr. Plût à Dieu que nous ne trébuchions pas en Sainte-Chapelle. Nos cœurs seraient déchirés par la lumière divine. Nous allons marcher sur des cendres brûlantes, frère. Frère Tuck, sois ma force. Que la force soit avec vous, mon frère. L'empereur d'Orient, Baudouin II, a besoin d'argent. Il cherche donc à vendre la couronne d'épines du Christ, gagée auprès de banquiers vénitiens. Après d'âpres négociations, Louis IX acquiert le plus précieux témoignage du calvaire de Jésus. Moi, Louis IX, je souhaite que mes souffrances durent jusqu'à la fin du monde. Louis IX? Saint-Louis? Ce roi mystique pratique le jeûne, l'abstinence et s'inflige des sévices. Pour son peuple, c'est un faiseur de miracles. Mais Louis IX doute parfois de sa mission. Sire, vous avez rendu à l'égard de Dieu tous les devoirs, avec les plus tendres sollicitudes. En ce jour béni entre tous, rien ne saurait expier mes fautes. Jetez les yeux vers le ciel, et vos regards contempleront le nouvel élu. Je suis un homme de grande naissance, mais un bien piètre élu. En offrant à Paris la sainte couronne, vous nous destinez à une éternelle félicité. Vous marchez sur les pas du Christ. Vous méritez d'être élevé au rang de saint. Pour Saint Louis, posséder la couronne d'épines, c'est exprimer sa dévotion au Christ. C'est entrer en communion avec Jésus sur la croix. Seigneur, suis-je ton élu, celui que tu attends? Dieu, suis-je ton digne apôtre? En l'an 1248 après Jésus-Christ, la couronne d'épines, un clou et un fragment de la vraie croix est offerte à Paris pour l'éternité. Grâce à cette acquisition exceptionnelle, Saint Louis parvient à faire de Paris la capitale de l'Occident chrétien. Cet achat constitue un acte religieux et politique. Ces reliques de la Passion sont déposées dans un écrin somptueux de pierres et de vitraux bâtis pour les accueillir, la Sainte-Chapelle. 15 verrières ouvragées et une rosace géante inondent de lumière ce joyau architectural. Ce reliquaire monumental est au cœur même du palais de la Cité, la résidence du roi Louis IX. Enchâssée dans la cour du palais de justice de Paris, la Sainte-Chapelle est l'un des plus majestueux chefs-d'œuvre de l'art gothique rayonnant. La couronne d'épines est toujours à Paris?
Vous pouvez contempler les mystères de la Sainte Couronne tous les premiers vendredis du mois à 15h, accès libre, cathédrale Notre-Dame. Mais qu'est-ce qui prouve qu'elle a vraiment été portée par le Christ? Le problème est plutôt de savoir combien a coûté cette affaire. J'ai calculé que la couronne a coûté 3 fois plus que la construction de la Sainte-Chapelle. 135 000 livres en tout. 135 000 livres? Presque 18 millions d'euros. 18 millions d'euros? Et personne ne sait si elle est vraie. Attends, ma chérie, c'est pas si simple. À l'époque de Saint-Louis, les saintes reliques attirent de nombreux pèlerins à Paris. Ça fait tourner le commerce. Faut les héberger, les nourrir. Donc de l'argent commence à rentrer dans les caisses de Paris. Les saintes reliques ont finalement été un bon investissement, c'est ça? Elles ont coûté une fortune, d'accord, mais elles ont permis à Paris de devenir le centre de l'Europe chrétienne. Sur la rive gauche, les collèges religieux se développent. La Sorbonne attire des étudiants de toute l'Europe. Et vers 1300, la ville compte 200 000 habitants. Je vous rappelle qu'un siècle auparavant, la population de Paris n'était que de 50 000 personnes. En 1348, la peste noire décime le quart de la population parisienne. À cette épidémie, il faut ajouter la famine. Des loups entrent même dans Paris. Le roi Charles V accède au trône en 1364. Il cherche à maintenir le prestige de la capitale et surtout à en assurer sa défense. Le souverain décide d'adapter le Louvre à son époque et de bâtir une nouvelle fortification. Dans cette dernière partie du XIVe siècle, Paris ne cesse de se développer dans ses faubourgs. Le Louvre n'est plus aux portes de la capitale. À l'ouest, la forteresse est donc intégrée à la ville et l'enceinte est prolongée. Le rempart de Philippe Auguste, datant du XIIIe siècle, est par endroits devenu inutile. Emprisonné dans l'espace urbain, ce mur encombre la ville plus qu'il ne la protège. Quant au Louvre, même s'il conserve une position défensive, il devient une résidence somptueuse pour Charles V et la cour. Dans ces heures sombres du Moyen-Âge, le roi fait pénétrer la lumière en perçant de nombreuses fenêtres dans la bâtisse. Vers les années 1400, Paris est ravagé par les guerres civiles entre les ducs d'Armagnac et de Bourgogne. La capitale change de main à plusieurs reprises, les vainqueurs pillent et massacrent. En 1450, la ville a perdu plus de la moitié de sa population. Certains quartiers sont abandonnés, des ruines défigurent la ville. Paris se meurt, mais Paris ressuscite toujours. Avec François Ier, c'est même une renaissance. Le vieux donjon est détruit, le palais du Louvre s'ouvre sur la ville, mais reste inconfortable, figé dans ses vestiges du Moyen-Âge. Si François Ier décide de résider au Louvre, c'est surtout Henri IV qui donne un nouvel élan au palais. En 1589, le nouveau roi fait construire la Grande Galerie pour réunir le château au bâtiment des Tuileries. Le palais des Tuileries a été bâti sous l'impulsion de Catherine de Médicis en 1564. Dans son grand dessein pour Paris, Henri IV prévoit aussi de transformer la cour médiévale pour en faire la cour carrée. L'assassinat d'Henri IV marque un coup d'arrêt aux embellissements du palais. Son fils, Louis XIII, poursuit la modernisation du Louvre. Le nouveau souverain fait reprendre les travaux de la cour carrée. Cette même cour qui sera remaniée au XVIIe siècle par le roi Soleil. Louis XIV, qui dans sa démesure, a de grandes ambitions pour Paris. Mais je croyais que Louis XIV habitait Versailles. Tu as raison, Eva. La cour a déserté la ville, mais le siège du pouvoir reste toujours Paris. Et la capitale s'agrandit. Les Parisiens n'ont plus à craindre les attaques des Anglais ou des Espagnols. La capitale n'est plus en danger et n'a plus besoin d'être protégée. Paris peut laisser tomber ses murailles. Exact, Paris s'ouvre et surtout s'embellit. Car pour le roi Soleil, il n'y a point de limite à la célébration de sa gloire sans pareil. Mais allons, chère Eva, rendre audience au roi. La France est un grand corps. Paris en est le cœur. Et Paris, c'est moi! Ah,
La capitale m'inspire une émulation féconde et constante pour élever des monuments. J'ai dans l'idée de bâtir une nouvelle Rome. Monsieur Colbert, on m'a récemment rapporté que mes guerres ont fait trop d'estropiés. Sachez que cela me blesse. N'en déplaise à certains, il est de bon principe de célébrer les guerres, n'est-ce pas? Monsieur Blondel, vous érigerez un arc à mon triomphe, à la porte Saint-Denis. Une idée de bas-relief m'est venue à l'esprit. Moi-même, Louis XIVe, en dieu Mars, repoussant un aigle germanique. Monsieur Bullet, il serait bien séant de ne pas oublier ma victoire en Rhénanie. Érigez donc un deuxième arc à la porte Saint-Martin. Sa Majesté Louis le XIVe et la suite de ses grands projets pour Paris. De l'air! Ouvrez de larges chaussées au nord! Paris se doit enfin de respirer. Monsieur Louvois, au lieu de l'hôtel Vendôme, j'ai dans le souhait d'accéder à une vaste place, que nous nommerons sans façon place Louis-le-Grand. Monsieur Desjardins, vous me sculpterez avec les nations vaincues à mes pieds. Vous érigerez la statue au centre de la place des Victoires. On me rapporte que de nombreux soldats de la guerre de 30 ans sont devenus invalides. Ils font mauvaise figure en mendiant dans Paris. Ne risquent-ils pas d'effrayer le peuple? Ceux qui ont exposé leur vie pour la monarchie se doivent de finir leurs jours dans la tranquillité. Pour ces invalides, nous bâtirons un hôtel des Invalides, sur la plaine de Grenelle. Nous sommes le 1er septembre 1715. Le roi Louis XIV va mourir dans quelques secondes. J'ai le regret de ne pas avoir soulagé mon peuple et d'avoir trop aimé la guerre. Je m'en vais. Mais Paris demeurera toujours. Dans sa volonté de faire de Paris une nouvelle Rome, Louis XIV appréhende la ville dans sa globalité. L'urbanisme intègre désormais des jardins, des portes monumentales ornées de décors et des places carrées à l'architecture identique. Celle des Victoires a l'originalité d'être ronde. Sans Louis XIV, Paris n'aurait pas le même visage, et pourtant le roi ne vivait que 2 mois par an à Paris. Moi, j'ai calculé que dans ces 40 dernières années de sa vie, Louis XIV n'est venu que 24 fois à Paris. Louis XIV a construit beaucoup plus que je ne le pensais. Oui, par exemple, l'Académie des Belles-Lettres et des Arts, devenue l'Académie française. Mais ce qui lui tenait le plus à cœur, ce sont les Invalides. Quel roi charitable! Héberger ces invalides de guerre dans un si majestueux bâtiment. T'as raison, ma chérie. La légendaire générosité des rois Bourbons. Dilapider les caisses de l'État selon leur bon vouloir. Tenez, Louis XV, son successeur, avait fait le vœu de construire une église s'il survivait à une grave maladie. Et pas n'importe quelle église. Le Panthéon dédié à Sainte-Geneviève. Les Bourbons embellissent Paris pour leur plaisir, mais rien ne saurait cacher l'envers du décor. Succédant à son grand-père, Louis XVI accède au trône en 1774. Mais comme ses prédécesseurs, il préfère l'air de Versailles à celui de Paris. En dehors de quelques lieux privilégiés, la capitale est une ville surpeuplée. Sa population est de 600 000 habitants, dont 260 000 pauvres ou mendiants. À cette époque, les mauvaises récoltes et les famines jettent à la rue des milliers de personnes. Paris est un chaudron en ébullition qui va bientôt exploser. En 1789, dans le faubourg Saint-Marcel, le quartier le plus pauvre de Paris, les habitants vivent encore comme au Moyen-Âge. Et les subterfuges ne manquent pas. C'est le règne de la débrouille. Les lascars n'hésitent pas à se faire passer pour des hommes d'église. Mesdames, Mon père. pour nos bonnes œuvres. Bien sûr, mon père. Au voleur!
Allez, allez, allez. Donne, 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 donne. Garde, ce vaurien vient de déposséder une honnête femme de notre connaissance. Quel est l'objet du délit? Ah, ce crime mérite une lourde peine. On va te trouver une bonne paillasse, mon gaillard, à la Bastille. On peut toujours compter, grâce à Dieu, sur notre police. Certes, mais nous manquons du strict nécessaire. Et un petit peu de superflu améliore toujours le quotidien. Que deviendrait Paris sans l'efficacité de sa police? Et la générosité de son église. Allez, mon gaillard. Allez, Monseigneur, la nouvelle friandise. À la veille de la Révolution de 1789, la Bastille est une malédiction pour Paris. La prison symbolise tous les excès de la monarchie absolue. Comme ses prédécesseurs, Louis XVI peut ordonner, par simple lettre de cachet, d'embastiller n'importe qui sans autre forme de procès. Depuis sa construction en 1370, cette forteresse projette son ombre sinistre sur le quartier Saint-Antoine. Si le Louvre est la vitrine de la capitale, la Bastille en est la face obscure. Elle est construite à l'est de Paris pour équilibrer le système de défense de la ville. C'est un édifice rectangulaire, colossal, fait de hautes murailles et de 8 tours. Mais ce château fort réputé imprenable n'a jamais servi que de prison. Sous la monarchie, les détenus doivent financer leur incarcération. Après la Révolution française, les frais d'emprisonnement sont pris en charge par l'État. Les condamnés ne sont donc pas tous logés à la même enseigne. Ceux qui n'ont pas un sou, les pailleux, dorment à même la paille dans des geôles collectives. Ceux qui disposent de quelques pièces sont nommés la pistole. Ils sont 2 par cellule et ont le droit à des lits de sangle. Mais la Bastille accueille aussi des hôtes de marque. Le marquis de Sade est emprisonné pendant plus de 12 ans en raison de ses œuvres érotiques et anticléricales. Il fait aménager sa chambre et reçoit des invités. Il les honore avec les meilleurs vins et des plats raffinés. Excusez l'intrusion, monsieur le marquis. Comment osez-vous à nouveau venir me terrifier de la sorte? Vous m'échauffez la tête. On assassine! On égorge des prisonniers de la Bastille! Venez à mon secours! Pitié! Bon ben, je m'en vais prévenir le directeur. Reprenons. Au secours! Pauvre homme. Le lendemain, il est transféré à l'asile de fous de Charenton. Dommage pour lui. 10 jours plus tard, c'est la prise de la Bastille. On libère tous les prisonniers. Tous les prisonniers, je veux bien, mais il y en avait que 7. Dont 2 aliénés, que l'on a internés dès le lendemain. Sous l'Ancien Régime, la majeure partie des détenus étaient enfermés dans d'autres prisons parisiennes. La forteresse n'était pas exactement située au centre de l'actuelle place de la Bastille. On peut toujours apercevoir le tracé des tours et des murs sur le pavé parisien. La colonne dite de Juillet commémore une autre révolution, celle des Trois Glorieuses qui provoque la chute du roi Charles X en 1830. Au sommet du monument, un génie en bronze doré brandit un flambeau, symbole de la détermination du peuple à conquérir sa liberté.
C'est incroyable. Ce monument est aussi connu que la Tour Eiffel, et c'est le seul qui n'existe plus aujourd'hui. Mais comment ils l'ont détruite, la Bastille? Écoute bien, Eva. Dès le 15 juillet 1789, sous les ordres de Palois, un entrepreneur de travaux publics, 800 ouvriers démontent le bâtiment en 5 mois. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait des pierres? Le dit Palois, avec les pierres de la Bastille, il fait des petites forteresses en miniature qu'il vend comme des souvenirs patriotiques. Ça, c'est intelligent, ça. Les pierres de la Bastille sont aussi utilisées pour la construction du pont de la Concorde. De 1789 à 1799, Paris vit au rythme de la Révolution française. La monarchie absolue s'effondre. La République est proclamée. En 1793 et 1794, la guillotine est installée place de la Révolution. Aujourd'hui, place de la Concorde. Des milliers de têtes comme celles de Louis XVI, Marie-Antoinette, Danton, Desmoulins, Robespierre tombent devant une foule de milliers de Parisiens. Avec la Révolution française, un nouveau monde s'est esquissé. Mais tout reste à faire. Paris doit se réinventer. Louis XIV voulait faire de Paris une nouvelle Rome. Ce sera finalement un enfant de la Révolution qui la transformera en capitale d'un empire. En 1799, à la faveur d'un coup d'État, le général Bonaparte s'empare du pouvoir. En 1804, il devient Napoléon Ier. Et l'empereur réside parfois au palais des Tuileries. Ce périmètre doit être réduit à néant. Mais nous devons évacuer les gens avant de... Avant de quoi, Percier? Un peu de bravoure. Maréchal, nous manquons d'effectifs, de matériel et d'argent. Au diable vos plans, Fontaine. Notre artillerie saura s'en charger. Le maréchal Murat n'évoque pas la prochaine bataille de Napoléon, mais le chantier des grands travaux de Paris. Murat, où en sommes-nous? Majesté, vos architectes sont des gens foutres. Tout juste bon à torcher le cul des bébés cosaques. Pourquoi n'avez-vous pas encore abattu le vieux quartier de l'île de la Cité? Ces ruines ne sont bonnes qu'à héberger les rats de Lutèce. Mais, Majesté, la ville de Paris ne paie que la moitié des travaux de destruction. Eh bien, les Autrichiens et les Russes paieront l'autre moitié. Veuillez excuser mon retard, Majesté, j'ai été retenu par des dames. Quand on a rendez-vous avec l'empereur, on dit à ces dames de prendre leurs cannes, leurs chapeaux et de foutre le camp. Cambacérès, vous devez me donner les moyens financiers de détourner la rivière de l'Ourcq, pour la mener en haut de la Villette. De là, les eaux se répandront dans Paris jusqu'aux fontaines. Et que nous coûtera cette grandiose inondation? Pour 60 km de canal, entre 12 et 15 millions de francs. J'adopte le projet. Placez dès demain 500 hommes pour creuser le canal. Passons à la rue Impériale. La rue est percée le long des jardins des Tuileries. Et sous les pavés, nous avons construit un égout monumental de plus de 600 mètres de long. Et que nous a coûté ce mirobolant tuyau? 800 000 francs. 800 000 francs? Ai-je bien entendu? Mais avec une somme pareille, nous pourrions équiper 15 régiments. Paris manque de monuments, et vous dilapidez les caisses de l'État sous terre? Majesté, à Austerlitz, vous avez proclamé que vos troupes rentreraient sous des arcs de triomphe. Où sont-ils, messieurs? J'ai mon idée sur la question. Vous emploierez 500 000 francs pour l'érection d'un arc de triomphe, à l'entrée des boulevards, près du lieu où était la Bastille, de manière à ce que la troupe défile devant le peuple. Napoléon rêve même d'un projet colossal pour marquer la capitale de son empreinte. Un palais impérial qui occuperait la quasi-totalité du bois de Boulogne, du 16e arrondissement et de l'esplanade du Trocadéro. L'empereur compte y installer son fils, le roi de Rome. En 1815, à quelques semaines de son abdication, alors que tout est perdu, l'empereur demande pourtant à Percier et Fontaine de poursuivre les travaux. Le palais du roi de Rome imprimera à jamais le caractère impérial de Paris. Il sera plus majestueux que le Kremlin de Moscou, supérieur à tous les palais passés et présents. Majesté, nous avons repris les travaux. Bientôt, nous pourrons relier le bois de Boulogne à la porte Maillot, jusqu'à la colline de Chaillot. Nous en ferons une cité administrative et militaire. Et la résidence de mon fils, le roi de Rome au sommet de Paris.
Avec la chute de l'Empire, le projet le plus insensé de l'histoire de Paris, plus monumental que le Versailles de Louis XIV, est abandonné. Les aménagements et les embellissements de Paris voulus par l'empereur restent en chantier. L'Arc de Triomphe sera finalement érigé sur les Champs-Élysées, au lieu de la place de la Bastille. Les guerres contre l'Angleterre et la Russie ont englouti des sommes colossales. Napoléon ne s'est pas donné les moyens de bâtir sa capitale d'un empire. Il n'aura même pas pu contempler son arc de triomphe. À sa place, il n'a vu qu'une maquette en bois et en toile de 50 mètres de haut. Le vrai ne sera achevé qu'en 1836, 15 ans après la mort de l'empereur. À l'origine, ce monument devait être le point de départ d'une avenue qui aurait traversé Paris, de la place de l'Étoile jusqu'à la Bastoche. La Bastille. Napoléon transforme l'avenue des Guinguettes, une rue bordée de cabarets malfamés, en une splendide promenade qui prend le nom de Champs-Élysées. En 1831, l'Égypte offre à la France 2 obélisques du temple de Luxor. Un seul sera transporté et érigé place de la Concorde en 1836. Son édification ne commémore aucun événement historique en ce lieu chargé de symboles. Sur la place Vendôme, Napoléon a élevé une colonne à la gloire de sa grande armée. Elle est enveloppée du bronze fondu des 250 canons pris aux Russes et aux Autrichiens à Austerlitz. La colonne s'inspire de celle de l'empereur Trajan à Rome. Napoléon a mis en scène ses victoires et il s'est représenté en César. D'autres monuments parisiens sont aussi l'œuvre de l'empereur. La Madeleine, c'est une église construite par Napoléon? Dans l'esprit de l'empereur, la Madeleine est plutôt un temple qu'une église, comme il y en avait à Athènes. Napoléon a rêvé Paris à l'égal des plus majestueuses cités de la Grèce et de la Rome antique. L'empereur marque la capitale de son empreinte monumentale. Comme l'Arc de Triomphe, l'église de la Madeleine est dédiée à la grande armée de Napoléon. Dans le quartier Vivienne, il entreprend aussi la construction du futur siège de la Bourse, connu sous le nom de palais Brognard. Si Napoléon s'inspire du passé, un homme audacieux va se projeter dans l'avenir. Quand en 1853, Napoléon III nomme le baron Haussmann préfet de Paris, la capitale est une cité surpeuplée et insalubre. Haussmann va transformer Paris, ou plus exactement, la moitié de Paris, en moins de 17 ans. Demandez le journal. La République est proclamée. Demandez le journal. Napoléon III en exil. Demandez le journal. Le baron Haussmann a entrepris l'un des plus grands chantiers de l'humanité. Demandez. La République est proclamée. En 17 ans, il a abattu 20 000 immeubles insalubres, tracé 300 km de voies éclairées, percé 600 km d'égouts, et planté plus d'1 million d'arbres. Ces intelligentes percées, il a fait pénétrer l'air, la vie et la lumière dans Paris. Oui, entrez. Asseyez-vous. Dommage que cette lumière ne soit pas parvenue jusqu'à votre esprit, afin d'éclairer votre article. Jeune homme, vous avez oublié que l'argent, la luxure, c'est ça qui fait vendre du papier. Je comprends, monsieur. Alors, selon vous, comment Haussmann a-t-il pu détruire et reconstruire la moitié de Paris ? Comment a-t-il pu accomplir ce miracle avec le milliard de francs que lui a alloué l'État, alors quand même que les travaux ont coûté plus de 2,5 milliards ? Où Haussmann a-t-il trouvé la différence ? Dans les poches de 2 fils d'immigrés, des Portugais qui débarquent à Paris en 1822 sans un centime en poche. Les frères Pereira, ou si vous préférez, les célèbres frères Pereira. Un instant, monsieur. Ça y est, là ? Oui, monsieur.
30 ans plus tard, ces génies de la finance font fortune. Napoléon III fait donc appel à leur banque, le Crédit Immobilier. Tout a commencé alors dans le quartier du Louvre, à l'époque l'un des plus sordides de Paris. Napoléon III et Haussmann vont prolonger la rue de Rivoli jusqu'à l'Hôtel de Ville. Pour eux, il faut absolument raser tous ces taudis et construire des immeubles de luxe. Le sort des grands travaux de Paris va se jouer dans quelques secondes. Aucune banque n'a voulu investir sur le chantier du Louvre. Trop cher, trop risqué. Voilà le baron Haussmann. Les frères Pereire sont sa dernière chance. Il doit absolument les convaincre. Trois. Deux. Un. L'empereur m'a personnellement chargé de vous transmettre ses plus chaleureuses salutations. Nous sommes très sensibles à cet honneur. Messieurs, l'achèvement du Louvre est son grand dessein pour Paris. Il ne semble malheureusement pas susciter un grand engouement. Ne perdons pas de temps. Nous savons que vous n'avez pas d'acquéreur. Non seulement vous nous demandez d'acheter les terrains, mais vous nous imposez un cahier des charges très contraignant. Et très onéreux. Bâtir des immeubles de 6 étages, des arcades, des galeries marchandes. J'ai conçu un quartier harmonieux, rien de plus. Je vous en propose 460 francs le mètre carré. 460 francs. Vraiment? À ce prix, c'est l'assurance d'une plus-value considérable. Un risque considérable aussi. Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que les biens autour de la place de la Concorde s'échangent à plus de 900 francs le mètre carré. Et pourquoi n'allez-vous pas faire cette proposition à James de Rothschild? La fièvre des chemins de fer qui a fait votre fortune s'est assagie. Il est grand temps d'investir dans la pierre. Pourquoi diable vos immeubles doivent-ils tous se ressembler? Des terrains à viabiliser et à construire pour 400 francs le mètre carré. Et devra-t-on les appeler des immeubles haussmanniens? 400 francs. Êtes-vous disposé à prendre en charge la destruction des maisons qui encombrent le Louvre? L'amitié de l'empereur et de futures commandes publiques valent bien ce prix. 400 francs. Les frères Pereire ont acheté 15 hectares au cœur de Paris pour 380 francs le mètre carré. Pendant 2 ans, plus de 3000 ouvriers se relaient nuit et jour sur le chantier. Et comme par enchantement, des hôtels particuliers, des magasins de luxe vont s'élever autour de la rue de Rivoli. Que les frères Pereire revendront une fortune. Bien. Sous l'impulsion d'Haussmann, le prolongement de la rue de Rivoli constitue un événement majeur pour la capitale. L'embellissement du nouveau quartier du Louvre confère au palais un prestige inédit. La place du Palais Royal en bénéficie également grâce à son agrandissement. Après la rénovation du Louvre, les frères Pereire vont acheter des terrains, construire, revendre, échanger, partout dans Paris. La place de l'Opéra. Le carrefour de l'Odéon. Le rond-point des Champs-Élysées. La plaine Monceau. Rue du Faubourg Saint-Honoré. Le boulevard Montparnasse. Et bien d'autres coups de maître. Les frères Pereire ont compris les premiers que le baron Haussmann comptait faire aboutir ses avenues sur des places et des monuments. Il a donc suffi aux Pereire d'acquérir à bas prix des îlots insalubres mais stratégiques pour en faire des quartiers prestigieux. Et c'est tout Paris qui change de visage. L'aménagement de la rue Soufflot,
du boulevard Saint-Michel à la place du Panthéon, offre un nouveau point de vue et révèle l'ampleur du monument. Le boulevard Henri IV est percé afin de relier le quai de Béthune à la place de la Bastille. L'île de la Cité est entièrement restructurée. On assiste à la création d'un nouveau palais de justice et de la préfecture de police, le fameux quai des Orfèvres. L'avenue de l'Opéra incarne la vision qu'Haussmann a véritablement de Paris. Une capitale dont les monuments sont sublimés par des perspectives imposantes. Ils ont eu aucun scrupule, ces banquiers. Pour les travaux du quartier du Louvre, ils ont exproprié le peuple et détruit leurs maisons. Mais comment faire autrement, ma chérie? Tout le quartier était insalubre. Mais c'est de la spéculation. Après les frères Pereire, James de Rothschild et tous les banquiers de Paris se sont partagés le gâteau des gros travaux. Sous Haussmann, les loyers s'envolent. Les prix grimpent au 19e siècle de plus de... Je sais pas. 300%. Quand l'ensemble des salaires reste stable. C'est la crise du logement, comme aujourd'hui. Bien sûr, et petit à petit, le peuple quitte Paris et se réfugie dans les faubourgs. Nos banlieues d'aujourd'hui. Enfin, quand même, Louise. Le baron Haussmann est reconnu comme le plus grand bâtisseur de Paris. Oui, ben, peut-être, mais pour moi, il a démoli une bonne partie de la capitale pour l'embourgeoisie. Voilà. Bon, écoutez, quelles que soient les polémiques, le baron Haussmann nous a légué la physionomie moderne du Paris que nous connaissons aujourd'hui. Haussmann a ouvert de véritables saignées dans Paris pour créer des perspectives esthétiques. Mais l'un des objectifs non avoués du baron était aussi d'anticiper d'éventuels soulèvements populaires. Grâce à ces larges boulevards, l'armée pouvait en effet manœuvrer plus facilement. Et voilà maintenant qu'Haussmann passe pour un grand stratège militaire. 1871. Les enfants. Paris va vivre une des périodes les plus sanglantes de son histoire. En 1871, la France sort humiliée de la guerre contre la Prusse. Ce désastre entraîne la chute de Napoléon III. Durant de longs mois, les Prussiens assiègent et affament Paris. Le nouveau gouvernement, dirigé par Adolphe Thiers, accepte la capitulation de la ville. Mais les Parisiens, fidèles à leur réputation de révoltés, n'acceptent aucun compromis. Une partie du peuple, les communards, sont prêts à défendre Paris, les armes à la main, au péril de leur vie. En 1871, Montmartre ressemble encore à un village de province avec ses moulins et ses vignes. C'est dans ce décor idyllique que va se dérouler la première révolution socialiste au monde. Sur la butte Montmartre, le peuple de Paris organise la résistance. Le 18 mars, durant la nuit, Adolphe Thiers envoie l'armée régulière pour récupérer les canons disposés sur la butte. Mais le peuple ne veut pas rendre ses armes payées par l'argent des Parisiens. Alliés à la garde nationale, les communards dressent des barricades. Elles s'élèvent d'abord à Montmartre, à Ménilmontant et au faubourg Saint-Antoine. C'est le début de l'insurrection. Les premiers combats se transforment rapidement en une guerre civile disproportionnée. L'armée est composée de 130 000 soldats expérimentés. Ils ont face à eux à peine 20 000 révoltés. La Commune est finalement vaincue durant la semaine sanglante. Elle débute le 21 mai et s'achève le 28 mai avec les derniers combats au cimetière du Père-Lachaise. Le châtiment est impitoyable. L'armée fusille de 20 000 à 30 000 personnes sans jugement. Un ruisseau de sang s'écoule dans les égouts de Paris. La Seine est rouge par endroits. Les communards incendient leur quartier général, l'hôtel de ville. Face à la répression de l'armée, les insurgés pratiquent la politique de la terre brûlée. Le palais des Tuileries est détruit par le feu et ne sera jamais reconstruit. Grâce à l'intervention d'un commandant de l'armée, le musée du Louvre et ses collections sont miraculeusement épargnés des flammes. Avec le massacre de la Saint-Barthélemy et la terreur sous la Révolution française, l'insurrection de la Commune de Paris est l'un des plus grands drames humains de l'histoire de la capitale. L'armée de Thiers a fait preuve d'une violence inhumaine. Le combat était disproportionné, un véritable massacre d'hommes, de femmes et d'enfants. Mais les communards ont de leur côté exécuté des membres du clergé, des innocents. Si les combats s'étaient prolongés, Paris aurait pu disparaître en partie sous les ruines d'une guerre civile.
Peut-être que cette guerre civile était nécessaire. Nécessaire? La commune voulait améliorer la condition du prolétariat. Ils ont pris des mesures d'avant-garde. L'école gratuite et laïque, le divorce accordé aux femmes, la séparation de l'Église et de l'État. Malheureusement, ces lois n'auront pas le temps d'être mises en œuvre. Il faudra attendre le XXe siècle, Louise Michel. En attendant, nous sommes en 1873 et le pouvoir conservateur rétablit l'ordre moral. L'Assemblée nationale décrète la construction de la basilique du Sacré-Cœur pour expier les crimes de la Commune. Sa blancheur immaculée ne pourra jamais effacer le sang versé par le peuple de Paris. À l'emplacement même où a débuté l'insurrection, l'Église et l'État ont décidé d'élever la basilique du Sacré-Cœur. Ce monument symbolique a principalement été financé par une souscription nationale. Son architecture et sa vocation font encore débat. Malgré son histoire tumultueuse, Paris renaît toujours de ses cendres. Désormais, la capitale n'hésite pas à être à l'avant-garde, quitte à susciter, encore une fois, la polémique. Construite en 2 ans comme un véritable mécano. 300 mètres de hauteur, 7000 tonnes d'acier, 18 000 pièces différentes assemblées par 2 500 000 rivets. Et... Bref, une véritable prouesse technologique. L'objectif est de montrer au monde les avancées de l'industrie française. Et pourtant, cette tour Eiffel aurait pu ne jamais exister. Pour l'exposition universelle de 1889, le défi est d'ériger sur le champ de Mars une tour de fer. Un grand concours est lancé. Parmi 107 projets, une commission d'études retient celui de Gustave Eiffel, un ingénieur dans l'air du temps. Mais certains restent insensibles aux bienfaits du modernisme. En 1887, Alexandre Dumas fils, Guy de Maupassant et Charles Garnier se font les porte-paroles d'un manifeste signé par des personnalités du monde des arts et des lettres. Nous venons protester de toutes nos forces contre l'érection, en plein cœur de notre capitale, de l'inutile et monstrueuse tour Eiffel. Il suffit d'imaginer un instant une tour vertigineusement ridicule, dominant Paris, écrasant Notre-Dame, la Sainte-Chapelle et le Louvre. Tous ces monuments humiliés. Monsieur Eiffel, je vous écoute. Ma tour aura sa beauté propre. Ce n'est pas parce que je suis ingénieur que la beauté ne me préoccupe pas dans mes constructions. Gustave Eiffel est un homme obstiné. L'État l'a obligé à avancer sur ses fonds propres 80% du prix des travaux, à ses risques et périls. Dès les premiers jours du chantier, Eiffel est préoccupé par l'inclinaison des 4 piliers en porte-à-faux. Pour cela, Gustave Eiffel a placé des vérins hydrauliques de 800 tonnes dans chacun des pieds de la tour. Ainsi, les ingénieurs ont pu modifier la pente des piliers pour permettre leur jonction. Une fois le premier étage achevé, tout est maintenant possible. Soutiendra-t-on que c'est la valeur artistique des pyramides qui a si fortement frappé l'imagination des hommes? Qu'est-ce autre chose, après tout, que des monticules artificiels? Toutes les parties de la tour sont dessinées et numérotées dans des ateliers. Ces pièces métalliques mesurent en moyenne 5 mètres de longueur. Elles sont livrées, prêtes à l'emploi, avec un plan détaillé de chaque section de la tour. Pour assembler ces éléments, des voltigeurs travaillent au-dessus du vide jusqu'à 13 heures par jour. Il ne faudra qu'un effectif moyen de 150 manœuvres pour assembler ce puzzle géant en 3 dimensions. Ce chantier est le chef-d'œuvre de ces ouvriers, des héros anonymes, hautement qualifiés. Et pourtant, quel est le visiteur qui reste froid devant les pyramides? La tour sera le plus haut édifice qu'aient jamais élevé les hommes. Ne sera-t-elle donc pas grandiose, aussi à sa façon? Et pourquoi ce qui est admirable en Égypte deviendrait-il hideux et ridicule à Paris? Je cherche et j'avoue que je ne trouve pas.
La tour Eiffel est achevée en moins de 27 mois. C'est une prouesse architecturale, un véritable exploit technique et surtout une performance humaine. Quand l'exposition universelle est inaugurée le 15 mai 1889, la tour en est l'attraction principale. Quelle belle époque! La France est une grande puissance mondiale. D'immenses vaisseaux de fer et de verre se dressent sur le champ de Mars. Dans ces pavillons, 32 millions de visiteurs contemplent les dernières innovations de l'industrie. Mais cette exposition est aussi un parc d'attractions. Les touristes déambulent dans une rue du Caire reconstituée, pénètrent dans une sphère terrestre géante ou s'aventurent dans une mine de diamants d'Afrique du Sud. Dans le plus vaste pavillon de l'exposition, face à l'école militaire, les inventions du monde moderne s'exposent aux yeux étonnés des badauds. Malgré son coût exorbitant, 7 fois plus que la tour, la galerie des machines est détruite dans la controverse en 1910. Sur le champ de Mars, la tour Eiffel est le dernier vestige de cette exposition pharaonique. Malgré la polémique, dès la fin de sa construction, c'est un véritable succès populaire. Oui, 2 millions de visiteurs pendant l'exposition universelle de 1889. La tour Eiffel est amortie dès la première année d'exploitation. Mais très vite, la fréquentation chute. Et la polémique reprend de plus belle. La concession octroyée à Eiffel n'était que de 20 ans. Sa tour est à nouveau remise en cause. Si Eiffel n'avait pas trouvé d'argument convaincant, sa tour aurait été démontée. Gustave Eiffel sauve sa tour en la transformant en relais radiophonique. Dès 1913, la tour envoie des dépêches jusqu'aux États-Unis dans un rayon de 6000 km. Les expositions universelles lègueront à Paris d'autres bâtiments, comme le Palais de Chaillot en 1937, le Petit et le Grand Palais en 1900. Depuis 3000 ans, les Parisiens ont souvent tendance à dénigrer ce dont, par la suite, ils seront le plus fiers. Les aménagements modernes de Paris provoquent, comme pour la Tour Eiffel, des polémiques féroces. Mais quel aurait été le visage de Paris sans ces grands hommes visionnaires aux projets parfois utopiques? On me présente comme un ingénieur dénué de sens artistique. Soit. Je prétends que j'aurais pu tout aussi bien construire une usine géante en acier au centre de Paris et je l'aurais appelée la Notre-Dame de la tuyauterie. Le centre Beaubourg est conçu par 3 architectes audacieux, Renzo Piano, Richard Rogers et Gianfranco Franchini. Le bâtiment inauguré en 1977 est né de la volonté du président Georges Pompidou. Avant même sa construction, la tour Montparnasse est vivement critiquée. Ses détracteurs jugent sa hauteur disproportionnée par rapport au reste de Paris. Mais André Malraux, ministre de la Culture, soutient le projet dès 1968. Vous semblez ne pas comprendre la nécessité absolue d'aérer et de créer des avenues dans Paris. Vous m'imaginez dans la démesure. Mais je sais déjà que mes grands travaux ne suffiront pas. Si j'étais vraiment audacieux, je vous proposerais d'aménager les quais de Seine pour en faire des voies de circulation rapide. Au XXe siècle, il devient de plus en plus urgent de désengorger Paris de sa circulation. Malgré la réprobation d'une partie de la population, la première voie sur berge est construite rive droite entre 1961 et 1969. Sa Majesté, le Roi Soleil, vous ordonne de bâtir, à l'ouest de Paris, une arche monumentale à sa gloire. Chaque soir, les rayons de l'astre solaire viendront illuminer de 1000 feux la magnificence de Paris. En 1989, l'œuvre monumentale de l'architecte Otto von Spreckelsen est inaugurée dans le quartier d'affaires de la Défense.
La Grande Arche s'inscrit dans l'axe historique tracé en 1640 par le paysagiste André Le Nôtre. À l'époque, je sais bien que vous avez été circonspect à l'idée que je puisse bâtir un arc de triomphe au milieu de la promenade des Champs-Élysées. Vous n'aimez pas l'antique? Vous vous souvenez sans doute de ma campagne d'Égypte. Eh bien, nous aurions pu remonter bien plus loin dans le temps. Et pourquoi pas une pyramide au beau milieu du Louvre? Cette idée mériterait d'entrer dans l'histoire. La pyramide du Louvre, construite par l'architecte Paye, est inaugurée par le président François Mitterrand en 1983. Cette œuvre a d'abord subi de sévères critiques, avant d'être reconnue comme le symbole de l'entrée de Paris dans le 3e millénaire. Nous voilà au terme de notre voyage. Alors, comment Paris est-elle devenue cette ville unique au monde? Paris, c'est l'âme de son peuple rebelle et l'esprit bourgeois des beaux quartiers. Pour moi, c'est des monuments partout. Paris, c'est le plus grand musée au monde. La ville de l'amour et du shopping. Ah, Paris. Une atmosphère. Une ambiance. Un petit café à la terrasse d'un bistrot. En regardant passer une jolie femme. Depuis 3000 ans, Paris s'est inventé sur le modèle d'Athènes ou de Rome, sur les dogmes du christianisme et de la royauté, dans le tumulte des révolutions et du capitalisme. C'est cette persistance du passé qui a sculpté la beauté de Paris, au risque de la figer dans les vestiges d'une ville-musée. Aujourd'hui, Paris est à la croisée des chemins, à la recherche de nouveaux territoires. Cette métamorphose est une nécessité vitale pour que Paris reste toujours Paris. Audacieuse, impétueuse, visionnaire. Une ville éternelle, une ville lumière.